Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, mesdames et messieurs, très nombreux évidemment à nous écrire ce matin, à nous suivre partout en région. Vous êtes sur Espace TV, vous nous écoutez également sur nos antennes en région, à Mamou, c'est Fraternité FM évidemment qui relaie cette émission. C'est reparti évidemment pour une heure encore avec vous, avec évidemment Justin Morel Junior, JMJ. Il est notre invité ce matin dans cette émission en mars 1971. Elle a été reçue donc à la Voix de la Révolution. Alors qu'il n'avait que 20 ans, il faut le faire, auprès des aînés, dont il ne cesse de saluer le professionnalisme. Il apprend notamment les techniques du métier du journalisme, sa passion, et intègre donc les pratiques professionnelles dans son mode de vie, esclave de la vérité, parce qu'il est donc le socle, évidemment, il faut le dire, même du journalisme. Il travaille assidûment donc à informer, comme tous ceux qui ont la vocation. À la radio-télévision guinéenne, la RTG, il a gravi donc les échelons, animateur d'émission, directeur avant de devenir donc pour la première fois en 2007, ministre de l'information, des télécommunications, des NTIC et de la culture. Oui, la culture, sa seconde passion, et pour les arts comme la musique traditionnelle, JMJ, c'est lui qui s'est investi comme un ouvrier de l'encadrement des artistes, de la conception des tubes, la promotion à la réalisation des vidéoclips. Et même avec l'âge, évidemment, il est avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Nous allons prolonger le débat, Madame Hiro, avec beaucoup d'interrogations ce matin, beaucoup de questions d'ailleurs des auditeurs. Mais d'abord, on va venir avec justement sur l'homme de culture qu'il a été. On a vu, il a parlé justement de ces artistes qu'il a produits. Mais avec le recul, aujourd'hui, quand vous observez, vous écoutez la musique guinéenne, quel regard vous y jetez? Comment vous analysez les productions qui sont faites aujourd'hui? M'attendant à cette question, j'en ai discuté hier avec Moussa Konaté Moïse, qui fut pendant longtemps le génial technicien de Silifone. Ouais. Il m'a dit, mais le problème aujourd'hui avec notre musique, c'est que les jeunes n'ont plus les racines au sol. Ouais. C'était son image, et je lui ai dit comment. Il dit, parce que quand il joue du Tupusese, c'est pas le vrai Tupusese. Quand il joue le Yankadi, c'est pas le vrai Yankadi. C'est une sorte de sardine. Je lui ai dit, bon, moi je suis très ouvert. Je pense qu'au-delà des principes de respect des canons traditionnels qui me sont chers, je veux bien que les jeunes fasse de l'ouverture, mais pas de l'ouverture suicidaire. Ouais. En ce sens que lorsque vous vous engagez dans le genre musical, il faudrait que le vôtre prédomine. Vous vous engagez dans le reggae, il faudrait que la note guinéenne du reggae, pardon. La note, j'ai mis, n'est-ce pas, la note guinéenne du reggae soit connue. Ouais. Quand vous imitez la musique Naija de nos frères du Nigeria, il faudrait toujours que la part guinéenne soit la fondamentale. Ouais. Or, bien souvent, cet équilibre, ce quota, n'est pas respecté par nos jeunes artistes, et ça, je le regrette. Ce qui fait que même quand ils ont de belles mélodies qui sont vraiment guinéennes, mais la rythmique qui soutient le tout nous amène ailleurs. Ouais. Et ce serait encore meilleur pour eux de ramener les gens ici. Ouais. N'oublions pas que la musique guinéenne a été une référence essentielle de la musique africaine en général et ouest-africaine en particulier. Ouais. Des artistes comme Youssou N'Dour n'ont jamais hésité de dire qu'un Bembea, qu'un Keletigi, qu'un Bala, ce sont des ensembles qui ont été des sources d'inspiration pour lui et pour beaucoup de musiciens de la sous-région. Donc, quand vous êtes héritier d'une telle culture, mais bon Dieu, vous ne pouvez pas la bafouer ou l'ignorer. Il faudrait en faire un ancrage important dans votre expression artistique. Ouais. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous devenez des identités banales qui seront bafouées à l'aune de leur insignifiance professionnelle. Parce que si vous imitez le Naija, vous ne faites que ça, eh bien, la jeune Kémi, Yemi Alade, Yemi Alade vous en montrera des couleurs. C'est clair. Ou alors c'est Davido qui vous frappera avec ses coups.
c'est varié. Pardon, allez-y. Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette jeunesse dont on parle manque de culture, donc de référentiel? Utilise encore mieux. Ouais. Parce que les références sont là. Quand on est du pays de Solikanja Kouyaté, de Keita Fodeba, de Keletigi, de Demba Kamara, de Rorea Ban, de Demba Kamara, mais bon Dieu, on ne peut pas jeter cela aux ordures. Ouais. Il faut en faire un acquis et revendiquer cela. Ouais. Bien. Et revendiquer cela. Pardon. Justement, comment y parvenir? Oui, parvenir, c'est un acte de conscience, de prise de conscience. Faire un examen de conscience, se dire oui, on a fait ça, c'était bien, mais si nous revenons à nos fondamentaux sur le plan de la culture, c'est encore meilleur. Ouais. Je vous dis qu'il n'y a pas un pays de la sous-région qui ait autant de variétés rythmiques que la Guinée. Les variantes de Dundumba, de Tupusese, de Yankadi, de Mané, de Sorui et autres là, on n'en parle pas. Ouais. Les maîtres des percussions en Afrique, c'est bien en Guinée. Ce n'est pas pour rien que les ballets ont traversé le monde. Donc, quand on a un tel patrimoine, mais c'est une richesse inouïe dont qu'il faut prendre et partager au monde. Mais justement, le partage, c'est le gros problème là, quelque part. Mais si aujourd'hui, écoutez, avec Graham Council, par exemple, cet Australien qui a eu un contrat avec la BBC, mais tous les grands airs de Guinée, nous les avons archivés, numérisés, digitalisés. Donc, les choses sont là. Et puis, on peut les décrypter. Moi, je me rappelle au temps des Demba, quand ils voulaient créer, ils allaient dans les profondeurs des villages. Et c'est là, avec leurs petits micros, leurs petits magnétophones à l'époque, ils enregistraient des airs traditionnels auxquels ils donnaient une valeur internationale. Ouais. Quand vous prenez Tentemba, Mori Mayinde, tout ça, mais ça c'est les chants des cultivateurs des Sénégélis. Bien. Ou des Séréwa. JMJ, Justin Morel Junior, notre invité ce matin chez les GG. On va essayer de partir avec d'autres pans maintenant, mon cher Moussa. On parle politique ce matin. On parle politique. Vous êtes entré, vous nous direz un peu ce que vous pensez de la fin du général Lansana Conté, parce que c'est au lendemain de son décès il y a eu, avant d'ailleurs son décès, il y a eu je veux parler de gouvernement de consensus avec Lansana Kouyaté, bien entendu. Il y a eu ce soulèvement, cette insurrection dans toute la Guinée presque. Et au lendemain de cette insurrection, un gouvernement de consensus a été mis en place. Vous avez fait votre entrée dans ce gouvernement. Expliquez-nous comment le choix s'est fait, comment vous êtes retrouvé dans cette équipe. Bon, je dois vous rappeler que depuis 1993, j'étais devenu fonctionnaire des Nations Unies. Okay. De 1993 jusqu'à 2015, pratiquement, j'étais fonctionnaire des Nations Unies. Quand les événements se passaient, depuis 2003, j'étais déjà au Congo, en RDC, dans la zone de Goma, zone d'urgence par excellence, où règnent les rebelles et le grand volcan Nyiragongo. Vous connaissez, vous qui aimez l'humour, l'histoire de Nyiragongo? Je vais vous dire. Ça, il ne connaît pas ça. Non, mais ça je ne connais pas, mais je vais apprendre auprès d'un maître. Le seul général qui mettait les rebelles en déroute, c'était le général Nyiragongo. Okay. Comme quoi, lorsque le volcan entrait en éruption, les rebelles même fuyaient la zone. Ouais. Donc, on l'a appelé le général Nyiragongo par respect pour sa puissance de feu. Ouais. Donc, c'est de là, en 2007, que j'ai été contacté par Kouyaté. Lui-même? Oui, mais il ne savait même pas que je n'étais pas en Guinée. Il ne le savait pas. Il avait pensé à moi, pour des raisons qui lui sont propres, et il a pensé à moi et il a fait en sorte qu'on entre en contact avec moi, et à l'appel de la patrie, je n'ai pas pu dire non. Donc j'ai abandonné tous les privilèges et tout ce qui était lié à ça. Je suis revenu en Guinée pour servir la patrie.
Est-ce que vous regrettez ce choix? Non, je l'ai refait après d'ailleurs. Ouais. Parce qu'avec le capitaine Dadis, c'est une autre histoire, mais je peux vous en reparler. Justement. On va aller en profondeur. Allez-y, Jacques Levalino. Aller en profondeur, avant de venir bien entendu à la question que tout le monde attend. En tant que ministre, vous pouvez prendre de l'eau si c'est... Mais quand même, là, c'est le GG là, Antoine. Il fallait même t'exclure dans cette émission. Parce que là, il voit JMJ, il y a les yeux qui pétillent, c'est fou. Allez-y. Je vais néanmoins aller sur le portefeuille que vous aviez. C'était quand même un grand portefeuille. Ministère de l'Information, des Télécommunications, des NTIC et puis la culture. Exactement. Le libéré était ministre de la Communication et des nouvelles technologies de l'information. Ouais. Oui, ensuite la culture ajoutée à ceci. Non, ça c'était dans le gouvernement. Ça c'est dans le gouvernement Dadis. Ok. Alors, ce qu'on retient à cette époque, c'est que vous arrivez, le téléphone, il est difficile d'accès, en tout cas pour le Guinéen à l'époque. Ou alors, si vous aviez le téléphone, il vous était difficile d'avoir la puce, parce qu'elle coûtait extrêmement cher pour le Guinéen moyen. Vous réussissez, parce que c'est ce que tout le monde dit, à obtenir la baisse du prix de la puce. Quel mécanisme vous avez utilisé? Parce qu'on avait déjà quelques opérateurs qui commençaient à s'installer. Justement, quelle a été la stratégie finalement en ce qui concerne cette interconnexion? D'abord, je dois dire qu'au carrefour de ma vie, comme par enchantement ou comme par hasard, le téléphone est toujours placé quelque part dans un coin. Ouais. Je vous ai parlé du téléphone vert. Oui. Je vais vous parler d'autres téléphones. Et en ce qui concerne le téléphone en Guinée, quand j'étais à Goma, un soir, nous regardions avec les amis congolais un journal de la RTG par satellite. Et on a vu les gens qui se bataillaient, qui montaient les uns sur les autres pour acheter juste une SIM. Ouais. Les Congolais, les amis qui étaient là, se sont bien moqués de moi ce jour-là. Et j'en ai pris vraiment un sacré coup. Ouais. Et quand cette opportunité m'a été offerte, je me suis dit intérieurement, non seulement pour le pays, mais en souvenir de ce choc que j'ai subi, ce serait un de mes objectifs de faciliter, d'universaliser l'utilisation du téléphone. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, les différents opérateurs se faisaient une terrible guerre. Les choses ont depuis bien changé parce qu'à l'époque, vous prenez un opérateur, vous appelez difficilement l'autre, etc., etc. Je les ai mis autour de la table et j'ai tapé du poing. C'était la stratégie de l'autorité. L'autorité publique doit s'exercer quand c'est nécessaire. Le peuple en souffre, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer. Et c'est ainsi que j'ai appelé les opérateurs, au risque de subir les foudres de la loi, de respecter les principes élémentaires de la communication, soit le sens du partage. Ouais. Et c'est ainsi que nous nous sommes compris, les prix ont baissé, etc. etc. Ouais. Comme par hasard, le téléphone encore. Alors, je vais dans la ville de Tougué. Non, Télimédé. Non, c'est pas Télimédé. Tougué. Lelouma. Ok. Voilà. Donc, je vais à l'intérieur et c'est après avoir vulgarisé le téléphone dans cette préfecture qu'un soir, assis devant mon poste téléviseur avec un ami, c'était un 3 janvier, un ami à moi, un voisin, Ousmane Djabi, était venu me voir pour me souhaiter un peu la bonne année dans le cadre du bon voisinage. Quand devant nous, on a entendu le décret qui me limogeait. Ouais. À la télé, vous n'étiez pas du tout informé? Non, je n'étais pas informé, mais mieux, je n'ai pas été troublé outre mesure. Ouais. Alors c'est plutôt lui qui a dit non. Ouais. Monsieur Morel, vous étiez informé de ça ou pas? Je dis non, je n'étais pas informé. Parce qu'on a pris d'autres versions en fait, en ce qui concerne ce limogeage, peut-être que vous étiez... J'aimerais bien entendre. Ouais, c'est le GG, c'est important. Oui. Parce que vous étiez un petit peu dur et qu'on disait vous n'étiez pas forcément avec Lansana Conté à l'époque et que c'était un petit peu le rebelle. Bon, ça on l'a souvent dit, mais moi j'étais celui qui était en accord avec sa conscience. Ouais. J'avais
la volonté de dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse. Ouais. Et quand j'avais l'occasion de le faire, je peux vous dire que je ne ratais pas ces occasions-là. Ouais. Donc, au président, j'ai toujours dit ce que je pensais, Ouais. et aux autres aussi. Et j'étais par principe loyal. Ouais. Moi, j'ai été appelé, j'appartenais au gouvernement de Kouyaté, Justement. qui était un gouvernement de large consensus, Ouais. dont j'avais la gestion de la communication en tant que porte-parole et ministre du domaine. Je faisais mon boulot. Justement, vous vous rendez compte au Premier ministre à l'époque où c'était carrément, je veux dire, est-ce que c'était Kouyaté le boss ou bien c'était Conté le boss? Non, c'était Conté le boss. Ouais. Nous étions membres du gouvernement de Kouyaté. Ouais. Nous nous rendions compte à Kouyaté, Justement. à lui d'aller voir le président. Voilà, vous avez parlé de vos rapports avec le président. Il ne s'est pas senti trahi quelque part à dire c'est mon petit, là maintenant Kouyaté est là parce que c'est lui qui l'a appelé. Est-ce qu'il a entré dans les intrigues? Parce Justement. qu'on sait que les coups On sait comment ça dans se ce passe. genre de domaine Ouais. sont... Non, je ne crois pas qu'il ait jamais pensé ça. Ah, ok. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Mais qu'est-ce Je qui ne s'est passé crois à votre pas, avis? mais à mon avis, Ouais. je peux vous le révéler aujourd'hui. Le décret dont il a été question, moi, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Je n'ai jamais vu l'acte officiel, le papier ne m'a jamais été remis. Ok. Selon ce qu'on m'en a dit, un jour ils sont venus, ils ont lu cela, ils ont plié le papier, ils sont repartis. Ouais. Et vous n'avez pas posé de questions à Conté à l'époque ou à Kouyaté pour comprendre parce qu'on se souvient très bien, on avait commencé déjà à y mettre ici, il y avait des mouvements, je veux dire, un soulèvement ici à Matoto. Oui, non seulement à Matoto, mais ailleurs dans le Ouais. pays, et cela m'a beaucoup touché. Ouais. Je me rappelle que les jeunes de mon quartier et d'autres étaient venus chanter l'hymne national dans ma cour et tout cela. Ouais. Mais pour moi, la mission a été terminée. Il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Ouais. Vous êtes membre d'un gouvernement dont le premier chef, par un acte lu sur les antennes officielles... Mais un acte que vous n'avez jamais pris connaissance. Non, je ne l'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais de toutes les façons, le pays fonctionne généralement comme ça. Ouais. Le communiqué a été lu sur les antennes et c'était l'acte officiel. Ouais. Il n'y a pas eu un communiqué contraire. Moi, j'assume et depuis, j'ai assumé. Bien. JMJ, mesdames et messieurs, notre invité ce matin. Allez-y, madame Hiro. Alors justement, par la suite, vous êtes revenu dans un autre gouvernement. Bien sûr, vous n'alliez pas chômer. Allez-y. Avant de parler du gouvernement d'Addis, on reste avec le gouvernement Kouyaté qui était composé de 19 personnes, je crois bien. À l'époque, il y avait 19 ministres et 3 secrétaires généraux. Voilà. On était À l'époque, 22. comment travailliez-vous? C'était quoi la rigueur là? On a vu qu'il y avait un changement à l'époque avec le prix de la mayonnaise qui avait baissé. Beaucoup de denrées avaient baissé en termes de prix. Dites-nous quelle était la politique mise en la place. particularité à l'époque du gouvernement qui était tout de même réduit et le train de vie du gouvernement à l'époque a été revu drastiquement à la baisse. Oui, chacun se rappelle nos petites voitures et autres. Là. Et puis, ça a commencé par un séminaire gouvernemental qui a permis de réfléchir à la stratégie d'ensemble, de fixer des objectifs et de nous donner des moyens de mesure de ces progrès-là. Ouais. Donc, on était sur cette lancée-là. Moi, j'ai été limogé le 3 janvier 2009, n'est-ce pas? Non. 3 janvier 2008. Et puis, le 20 mai de la même année, Kouyaté aussi a été limogé. Ouais. Donc, Mais pardon. Vous avez initié le compte rendu interministériel à la télévision. On vous suivait très souvent, on n'était pas habitué à cela. D'où vous est venue l'idée de faire un compte rendu du Conseil des ministres présenté à la télévision? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une culture, mais vous avez été l'un des premiers à l'initier. Justement, parce que vous étiez le nègre un petit peu du gouvernement. Non, j'étais le Guinéen. Non. Donc, en ce Le qui dessous, concerne comment la ça se question passait? du porte-parole là, Ouais. c'est en Conseil des ministres qu'il a été décidé, Ouais. sur l'initiative du Premier ministre, que désormais on changerait et qu'on ferait un résumé de toutes les sessions à chaque fois que l'on se réunirait. On vous sent très modeste, mais vous l'avez initié, monsieur. Non, franchement, c'est le Premier ministre Ouais. qui, en Conseil, a proposé ça, a été accepté. Ouais. Et après, Ouais. j'ai été chargé. D'ailleurs, il a dit, bon, aujourd'hui, Justin, vous allez faire ce premier Compte rendu. compte rendu. Et c'est Ouais. comme ça, pratiquement, ce compte rendu, le premier était Ouais. pratiquement improvisé, s'inspirant de ma mémoire active Ouais. pour ce faire. Après, les autres étaient un peu plus élaborés. Je prenais note, j'écrivais. On a partagé des PC à tous les membres du gouvernement, donc chacun pouvait prendre
les notes qu'il fallait. Bien. Saviez-vous que le gouvernement Kouyaté, ça n'allait pas durer, ça ne ferait pas long feu? Mais tout engagement politique est une aventure. Et il y a les bornes de la vie ou du devenir qui vous frappent toujours. Ça a commencé, ça va prendre fin. Et j'avais toujours dans ma tête cette logique-là. Vous êtes aujourd'hui ministre, demain vous êtes autre chose. Pas rien. Hein? Bien. J'ai jamais pensé que après ça c'est rien. Non, après ça c'est beaucoup d'autres choses. Voilà. Il faut toujours donner un sens à sa vie et en faire un modèle d'existence. Mais quelle était l'ambiance, avant que je ne pose la question sur votre nomination, votre nouvelle nomination dans le gouvernement de Dadis? On sait que le président était malade. Quelle atmosphère? Quel gouvernement, là? Avant qu'on ne vous limoge, je veux dire, du temps de Lansana Kouyaté, on sait que le président Conté était déjà malade. Quelle était l'ambiance? Comment cela se passait? Parce que cela se ressentait sur le terrain avec les mouvements qui étaient là à l'époque. Cela se ressentait dans la mesure où, d'abord, le gouvernement de Kouyaté avait été accueilli par un enthousiasme général. Mais vraiment général. Et je me rappelle quand nous sommes allés en séminaire gouvernemental, notre retour annoncé à Conakry, de 16h à presque 21h, les populations nous attendaient dans les rues de Conakry. Donc il y avait une ambiance de volonté collective de travailler et de changer les choses. Mais la politique est ce qu'elle est. Il y a ce que vous avez comme volonté, il y a ce que les réalités du terrain peuvent vous apporter comme contradiction qui vous mèneront vers d'autres destinations. Est-ce qu'il y avait des gens tapis dans l'ombre? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Par la suite, le président, il était malade. Vous étiez une équipe qui avait pu quand même changer certaines choses sur le plan économique, notamment par rapport à la téléphonie et tout. Comment comprendre qu'on décide de vous limoger, que par la suite de limoger Lansana Kouyaté, qui avait quand même réussi à mettre en place cette belle équipe? Est-ce qu'il y avait des hommes tapis dans l'ombre quelque part, qui avaient la main peut-être sur la situation à l'époque, qui ont réussi à déstabiliser cette équipe qui était là? Beaucoup de choses, madame, ont été dites sur cela. Et comme vous êtes une grande journaliste, je suis sûr que vos investigations vous pousseront vers ces horizons-là. Quoi qu'il en soit, toute action politique entraîne des réactions. Donc ça ne m'étonne pas que ce que vous décrivez soit une part de la réalité. Des gens tapis dans l'ombre qui veulent faire autre chose que ce que vous voulez faire ou qui pensent autrement que vous. Et face à cette situation, vous êtes en jeu politique et vous évoluez en fonction des réalités du terrain. Je vais vous proposer 2 dates. 22 décembre 2008 et 29 décembre 2008. Il vous rappelle quoi? 2 dates, effectivement, qui ont des résonances différentes. Le 22, le président Lansana Conté, qui était malade, disparaît. C'est annoncé dans la nuit tard par le président de l'Assemblée Samparé. Et puis, au petit matin, pratiquement, dans la journée, les militaires montent au front. On entend un communiqué lu par le capitaine Dadis. Là, on est dans la journée du 23. Et puis, les militaires, donc, arrivent, ils se promènent dans la ville de Conakry. Mon ami Tabassi Baro a de belles images, d'ailleurs, de ce tour triomphal de Dadis et de son équipe à l'époque. Et puis, bon, pendant cette période de tension, chacun était pratiquement à la maison. Et donc, le 23, le 24, ainsi, jusqu'au 28. Le 28, c'était un dimanche. J'étais à la maison, dans le jardin, j'écoutais la radio vers 18h avec des amis, puis le téléphone s'est mis à sonner. Je regarde le numéro, je ne le connais pas. Encore le téléphone, hein? Donc, l'ami avec lequel j'étais me dit, mais quand même, il faut prendre ce téléphone-là, cet appel-là. Donc, je prends l'appel et on me dit, allô, c'est bien Monsieur Morel? Je dis, oui, c'est moi. Ne quittez pas, il y a le capitaine qui veut vous parler. Je dis, ah bon, le capitaine? Bon, vous croyez, durant cette période de tension, chacun était... Bien sûr. Voilà. Donc, je prends le téléphone, c'est le capitaine Dadis qui se présente à moi et qui me dit,
Monsieur Morel, ce qu'on vous a fait ne nous a pas plu. Nous sommes des jeunes patriotes. Vraiment, on aimerait que vous veniez avec nous. Nous voulons changer le pays. Bon, bref, une littérature politique bien assise et vraiment qui m'a paru très sincère. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y crois. Il a dit donc, on aimerait que vous nous aidiez, que vous soyez avec nous pour changer le pays. Voilà, en somme, c'était le message. Je dis, Monsieur le Président, quand la patrie m'appelle, je ne peux pas dire non. Il a dit, d'accord. Demain matin, voilà, ne quittez pas. Demain matin, vous allez vous préparer. Et je vais vivre le lendemain, le 29, une des pages les plus extraordinaires de ma vie. Un avion. Bon, on nous dit, à 6 h du matin, il faut être à l'aéroport. 6 h du matin, mon chauffeur vient. Il m'accompagne à l'aéroport, on se met dans un petit coin sous les manguiers là-bas. Et puis il se demande qu'est-ce qui se passe, parce que moi-même, c'est la première fois de ma vie que j'allais voyager sans savoir où j'allais. Ouais. Et c'était plus sérieux que ça. Je monte donc, entre-temps, à 7 h moins, les militaires viennent me prendre. Ils m'accompagnent vers l'avion et je rentre dans l'avion. Mon chauffeur, pendant ce temps, pleure. Il se demande, mais mon patron, où on l'amène? C'est là un nouveau pouvoir militaire. Ils prennent mon patron, où ils l'amènent? Bref, nous montons dans l'avion et une fois en l'air, on ne savait toujours pas où nous partions. Les discussions sur notre destination se faisaient. Nous avions dans l'avion Khalifa Gassama, le Sénégalais. Le Sénégalais, il était de l'avion. C'était à l'époque un des hommes de confiance du président Senghor. Non, pas Senghor, Wade. Wade plutôt. Et tandis qu'on était en plein ciel, on tournait, on ne savait pas dans quel pays on devrait aller. En fait, c'était une mission. C'est là que un des militaires, une fois dans l'avion, va s'approcher de moi pour me dire, nous allons dans une mission de sensibilisation des chefs d'État de la sous-région. D'accord. Mission historique et hautement politique. Donc, les négociations de nos destinations se font. Je ne reviens pas sur les détails de ça. Toujours est-il que... Parce qu'il y a des territoires qui vous ont refusé? Non, il n'y a pas eu ça. Nous sommes allés d'abord en Guinée-Bissau, où nous avons rencontré le président Nino. Puis nous sommes allés au Libéria, où nous avons rencontré les hautes autorités. Nous sommes allés ensuite au Mali, où on a rencontré le président ATT. Et puis nous avons terminé par la Sierra Leone. Parti de la maison vers 6 h du matin, j'en suis revenu vers 23 h, on a atterri à Conakry. Nous nous rendons au camp Al-Fayaya pour le premier compte rendu au chef, au capitaine Dadis. Mais la partie était si envahie cette nuit-là que la délégation était dirigée par le général Toto. Toto. Il y avait entre autres Mathurin, il y avait Idi Amin et autres. Je ne cite pas tout le monde. Donc, nous arrivons, le camp, le palais, enfin le président était occupé. On n'a pas pu faire cette nuit-là le compte rendu au président, enfin au capitaine Dadis. Alors, le général m'a dit, nous nous retirons, Morel, vous êtes chargé de rédiger le rapport. Je rédige le rapport, on fait parvenir le rapport de notre mission au capitaine Dadis et aux membres du CNDD. Voilà, silence radio, c'est bien après que je reviendrai dans ce gouvernement. Voulu, quelque part? Parce que la nation vous appelle? Exactement, j'avais donné mon accord de principe. Allez-y, Ahmed. Alors, plusieurs choses. On sent, quand vous dites ça fait plusieurs fois que vous dites la nation, quand la nation m'appelle, je réponds. Donc on sent un patriotisme. Oui, on sent un patriotisme chez vous, exacerbé, je dirais. Dans votre longue vie téléphonique, y a-t-il au moins, à un moment donné, des zones d'ombre où avez-vous des ratés ou des choses que vous regrettez? Oui, chacun a des choses qu'il peut regretter et toute vie est faite d'ombre et de lumière. Voulu assumer ou non. Il y a des choses que vous ne me direz jamais et de même que moi, il y a des choses de ma vie que je n'exposerai jamais publiquement par pudeur, par respect pour les autres ou alors par souci d'humilité, de modestie.
Donc, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, des questions de confrères, mon cher ami, parce que beaucoup nous écoutent. Il y a Alassane Diguet de Mosaïque qui pose cette question à JMJ. Quelle analyse fait-il entre toutes les dernières années de Conté au pouvoir et la gouvernance actuelle? Quel est l'objet de la question? C'est la question qu'il pose. On va finir. Entre la gestion de D'accord, mais ceci dit, chaque régime a ses réalités, ses vérités et ses comportements. Je ne m'aventurerai pas à faire de comparaison. Je n'ai pas vécu de manière... le téléphone encore Oui, c'est encore ce téléphone, On va l'éteindre cette fois-ci. On va l'éteindre cette fois-ci. On va l'éteindre. Donc, je n'ai pas vécu au même niveau de responsabilité dans les deux régimes. Voilà. Alors, l'autre confrère de Fraternité FM qui pose la question, est-ce que vous avez été une fois contacté par le président Condé pour servir le pays? Oui, tout au début, je dois dire franchement. Ok. Mais à ce moment précis, je vivais le deuil de ma maman et je n'ai pas pu répondre à cet appel. Vous l'avez dit non? Poliment, naturellement. Ouais. Ce qu'il ne dit pas peut-être, c'est que, je crois, à l'arrivée de Alpha Condé en 2010, Justin Morel a été le premier à être contacté pour être directeur de campagne d'Alpha Condé, avant Makale Traoré. Ah ouais? Qui vous a dit ça? J'ai eu l'information, à moins que vous ne l'infirmiez ce matin. Il est dans ce cas des dieux. Quelle est la question? C'est important. Non, vas-y. À l'époque, est-ce que Alpha Condé vous a approché pour être directeur de campagne en 2010? Quel est l'intérêt de la question? On parle de politique. Le peuple a le droit de savoir. Non, tout à fait. Comme je l'ai dit, à cette époque-là, pour les raisons que je viens d'évoquer, je portais le deuil de ma mère et j'ai dû poliment décliner cela. Voilà. Si vous faites c'est ma dernière question, si vous faites le résumé de votre vie, quel est votre particularisme eu égard à votre idée de nation et de patriotisme? Non, je crois que je suis un serviteur et je suis heureux d'avoir pu servir comme journaliste, réalisateur, producteur, commentateur politique, pas politicien, politique. Et etc. Je dis que c'est une chance et je suis heureux d'avoir pu assumer cela. Mais bon, je pense que avant-hier, nous avons fêté les 93 ans de mon oncle paternel. En le regardant, je dis oui, moi je n'en suis pas encore à 71. Bon, il y a de l'espoir, quoi. JMJ, notre invité ce matin, moi j'aurais quand même aimé qu'il nous parle des raisons de sa démission pendant le gouvernement Dadis. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond pour vous amener à prendre cette décision? Le 28 septembre d'abord. Le 28 septembre. Oui. Je dois vous dire d'abord que comme mois de septembre de cette année-là, je n'étais pas en Guinée. J'avais été choisi avec Silla de la Ben Sekou Silla comme observateur des élections en Allemagne. L'ancien de la CENI. De la CENI. Nous étions les deux et mon chargé des médias à l'époque, Ibrahim Diawara, à nous rendre en Allemagne comme observateur des élections allemandes qui ont permis la réélection de Merkel. Et c'est là, au cours de notre séjour, que les événements se sont déroulés à Conakry. Les événements du 28 septembre. 28 septembre. Et ce jour-là, nous avions beaucoup de grands rendez-vous avec la partie allemande en ce qui concerne notre séjour. Mais quand nous avions écouté ce qui se passait à Conakry, nous avions fait une réunion du groupe de Guinéens et puis nous avions décidé d'annuler tous les rendez-vous. C'est plutôt la partie allemande qui venait maintenant nous voir pour nous dire « Ah, on suit ce qui se passe au pays, voilà, vous avez notre soutien moral, etc. » Alors, j'ai démissionné à mon retour. D'abord, je n'ai pas voulu démissionner de l'étranger, ce qui ne m'est jamais passé par la tête. C'est à l'intérieur, ici en Guinée, que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que j'ai écrit une lettre officielle ouverte au président de la République, lui rappelant qu'avec mon engagement au service de l'enfance, plus de 15 ans, mon service pour les femmes de Guinée, je n'avais plus la force morale de porter la parole du gouvernement. Et je devrais
en assumer les conséquences en rendant le tablier et en démissionnant. C'est ainsi que j'ai démissionné, malgré toute la sympathie que je savais, même l'amitié que le capitaine Dadis avait pour moi. Ouais. Et je me suis dit, face à ma conscience et à mon éthique, je me devais de démissionner. Voilà. Bien. JMJ, notre invité ce matin chez les GG, nous passons à nos 2 petites rubriques. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, la rubrique évidemment, jeu des photos. Nous vous proposons évidemment des noms ce matin à l'antenne et vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de ces personnes. Allez-y, mon cher Moussa Moïse Silla. Le Premier ministre à l'époque du capitaine Moussa Dadis Camara. Komara, Oui. un patriote avec lequel j'ai gardé des relations fraternelles et qui a eu le courage de continuer à assumer les charges qui étaient les siennes durant ces moments difficiles de la transition. Boubacar Yassine Diallo. Ah, un jeune frère et un ami. J'étais membre de son jury. Quand il soutenait de retour de Roumanie à l'université de Conakry, je faisais partie des jurés. C'est un jeune que j'ai apprécié, que j'ai appuyé quand il le fallait. Il avait réalisé de grands reportages quand la Guinée avait été envahie par des produits toxiques. Et bon, il fait partie de la génération des jeunes journalistes que j'ai aimés. Il y a Moussa Sidibé, lui Auguste Leroy, et Jeannot Williams, ABD, Issa Condé et autres. Voilà. Jacques. Ibrahim Ahmed Bari. Oui, même chose. Il fait partie des jeunes que j'ai bien aimés. Et lui, nous avons une collaboration qui continue parce qu'il fait de la consultation pour les Nations Unies. Et comme vous ne le savez peut-être pas, les 2 dernières années, j'étais conseiller technique principal du projet Dialogue au PNUD. Et j'ai pu aussi à cette occasion, à plusieurs reprises, le rencontrer. Le capitaine Dadis. Capitaine Dadis, un jeune frère qui m'a aimé et admiré sans me connaître, qui l'a proclamé un peu partout jusqu'à me mettre... En faire des jaloux. Non, moins ça que j'en étais un peu intimidé. De voir à ce niveau un chef à chaque discours, tous les cas vous évoquez, vous citez un exemple. Donc en cela, je lui suis éternellement reconnaissant. Bien. Moussa Yoruba. Ah, elle est à côté de moi. Oui. Et j'ai de l'admiration professionnelle pour elle. Ouais. C'est un modèle de femme qu'il faut encourager. Et je souhaite qu'elle continue. Elle a bravé la maladie. Ouais. Je sais qu'elle bravera beaucoup d'autres épreuves. Thibaut Camara. Ah, Thibaut Camara, c'est les jeunes loups. Les jeunes loups. Oui, c'est les jeunes loups. C'est un jeune journaliste avec lequel j'ai travaillé, parce que j'ai écrit pour les journaux aussi. J'ai écrit pour mon épouse, même Marguerite Camara, avait un journal qui s'appelait Match. C'était un journal culturel et dans lequel... William Sassine. Ah, un ami, oui, un grand ami. William Sassine, c'était un écrivain contestataire que je connaissais, qui me fréquentait et que j'allais exceptionnellement voir au petit coin de Taouya, là, quand il était en combat titanesque avec la bouteille, mais qui restait un homme de vérité. Diallo. Oui, Haïdja, ça fait partie des jeunes que j'avais aussi encadrés et encouragés, Aïssatou Bella Diallo, Mamadi Kondé et d'autres. Et on a gardé des relations professionnelles et amicales sincères. Voilà. Allez, on va continuer l'émission dans un instant avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Mon cher Moussa Moïse Silla, vous avez la primeur. Oui ou non? Oui ou non, est-ce qu'on vous a proposé à un moment donné de prendre la tête d'une formation politique? Non. Non. Madame Hiro. Oui ou non, dans le cadre de la situation politique que nous traversons aujourd'hui, le groupe national de contact aurait pu faire mieux? C'est ma profonde conviction. Pas plus tard que la semaine dernière,
nous analysions avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme les opportunités à saisir dans le cadre du nouveau cadre de dialogue qui vient d'être créé par les autorités, pour ne pas perdre les expériences acquises par les membres du groupe de contact. Ne l'oublions pas, nous avions permis aux membres du groupe de contact de recevoir des formations très pointues avec l'Académie de Cliggendael des Pays-Bas, qui est réputée dans le cadre des négociations, dans le cadre des processus de dialogue. Et ils ont fait des séjours au Ghana, au Nigeria, où des exemples de ce type existent et ont un rôle très positif dans la société. Donc, oui, il faut profiter de leur expérience. Oui, ils sont décidés à servir encore le pays. Oui ou non? Oui ou non, JMJ un jour en politique? Non. Non. Antoine? Oui ou non, Justin Morel Junior a été contacté par d'autres politiques pour adhérer à leur parti. Et ça, c'est normal. Tout leader politique doit chercher des identités remarquables pour son camp. Et ça s'est passé, mais j'ai toujours, avec le respect qu'il mérite, d'avoir pensé à moi, décliner avec autant de respect ces offres. En parlant d'identité remarquable, oui ou non, êtes-vous plus fier de votre rôle de producteur, d'artiste, que de ministre? Non, l'homme est une gamme. Comme pour faire de la musique, il vous faut avoir 7 notes du solfège. Tous ces éléments sont partie intégrante de ma personnalité. Oui, j'ai pu être réalisateur de clips, commentateur, écrivain. Même je suis en train de finir le prochain ouvrage qui va être intitulé En direct avec les artistes de Guinée, qui est une série de portraits des plus grands artistes que notre pays a connus, de Keith Afodeba à Philippe Kourouma par exemple. Une métaphore, vous préférez le ré mineur ou le sol majeur? Les deux. Les deux. Les deux. Allez, dernière question. Peut-être qu'il explique sur deux personnages. Le président Alpha Condé, ce que vous retenez de l'homme. Ensuite, dans quelles circonstances vous avez rencontré Lamine Guirassy? Parce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vérifiable, que le premier contact n'a pas été facile. Peut-être que ma source m'a trompé, mais expliquez-nous, dites-nous en plus. Très bien. D'abord, vous voulez que je commence par laquelle? Par le président, pour ne pas qu'il se fâche. Non, je dois, il est terrible, ce garçon-là, comme tout Guinéen, le respect qu'il mérite est dû à son rang. On le suit au travail et j'espère qu'il continue à travailler pour le bonheur de la Guinée, qu'il ait le cœur large, qu'il soit accessible au pardon. Au passage, j'aimerais bien que notre jeune frère, Amadou Diallo, et d'autres hommes politiques connaissent bien cette volonté de pardon et d'intégration de tous les fils de Guinée pour qu'ensemble, on puisse construire ce beau pays. Pour la deuxième question, c'est... Je vais vous parler honnêtement. Non, je suis un homme de principe. Allez-y. Et Lamine est entré dans ce cadre-là, et la preuve, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on s'est bien compris. Lamine est venu me voir, il avait une idée de création d'une radio. Donc c'est une vieille idée. Il est venu, je lui ai dit honnêtement que j'étais d'accord pour le principe. Mais malheureusement, à l'époque, le fruit n'était pas mûr, le processus de maturation était en cours. Entre-temps, j'ai été limogé, je n'ai pas pu répondre à sa volonté de créer cet organe-là. Mais cela n'a en rien entaché nos relations. Bien au contraire, il m'a toujours considéré comme un mentor, un grand frère, et je lui en suis reconnaissant. Et tout ce que je fais pour pouvoir l'aider à s'améliorer, je ne m'en priverai pas. Et c'est pour cela qu'il m'arrive de lui envoyer des tweets souvent pour le relancer sur des sujets qui le concernent ou qui concernent le domaine qui est le sien. Ouais. Voilà. Quel regard portez-vous sur l'homme qu'il est devenu? Je suis très fier de ce qu'il a réussi à faire. C'est un battant et il faut l'encourager pour ce faire. Merci beaucoup en tout cas. Et
Oui. Je vous écoute. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG. Cette caméra vous appartient. Beaucoup de journalistes nous écoutent en ce moment évidemment. Un conseil, si vous avez des conseils à prodiguer évidemment à cette jeune génération qui se cherche. Oui, je pense que pour dire tout simplement ce que j'ai au fond du cœur, il y a 1001 manières de servir son pays, sa nation, sa famille. Et je suis heureux d'être issu d'une famille où ces valeurs m'ont été régulièrement conseillées. Je suis heureux d'avoir une épouse, Marguerite Camara, et mes 4 enfants qui comprennent ma volonté de servir le pays, mais à ne pas fantasmer sur mes possibilités. Et j'invite tous les jeunes à avoir à cœur l'amour du pays et à travailler dans ce sens-là. La Guinée est nôtre et nous devrons faire tout pour qu'elle soit la meilleure. Comme j'aime à le dire, la Guinée n'est pas divisée en 4 régions naturelles. La Guinée comprend 4 régions naturelles. À nous de travailler pour la rendre encore plus belle. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG, une fierté. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin. Un grand merci à Jacques Léo-Aleno, évidemment, qui a préparé cette émission. À toute l'équipe à la régie, à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, entre autres, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Dans un instant sur Radio Espace, le même Jacques, que vous allez retrouver évidemment à midi, avec Espace Midi. La première, eh bien évidemment, pour les infos. Merci à vous tous à l'international. Et sur Espace TV, les infos reviennent avec la rédaction politique. C'est Aïssa Toussane que vous allez retrouver. C'est bien cela pour vous informer. La rediffusion donc, de cette émission, c'est à 18h sur Suite FM Guinée. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour d'autres numéros. Au revoir.